ces intervenants sont sur la scène, on va pouvoir commencer. Donc je me présente, je suis Nathalie Boyer, je suis la directrice d'une association qui s'appelle Auré. Quelques mots sur Auré, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une association multi-acteurs qui contient 200 membres, donc des grandes entreprises françaises, des PME, des collectivités locales. Mon bureau est aussi membre d'Auré, donc des PME, des TPE, des fédérations. On ne va pas vous faire les 200. Juste pour vous dire que cette table ronde est là pour faire progresser les entreprises vers des nouveaux modèles, des nouveaux modèles transformatifs. Que Auré travaille sur 3 sujets qui y participent. D'abord, vous avez entendu parler de limites planétaires. On travaille sur le vivant depuis 2008 en faisant les liens entre biodiversité et économie. Pas qu'avec la version impact négatif, mais comment améliorer aussi ces impacts positifs. On travaille aussi sur la RSE, parce que la réglementation, notamment avec la CSRD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la future réglementation européenne qui va obliger pas mal d'entreprises, d'abord les plus grandes et voilà, ça va de plus en plus petite taille, à aller vers des démarches de reporting extra-financier. Voilà, toutes ces réglementations de reporting extra-financier peuvent servir, au-delà d'être une obligation réglementaire, à transformer vos stratégies, à vous servir d'analyse de risques et d'opportunités, et donc on tient à ce que les entreprises puissent en bénéficier, et c'est pour ça qu'on a créé cette priorité RSE-ESG. Quand on a travaillé sur la RSE-ESG, j'en parle parce que quand même qu'on ne peut pas changer le nouveau modèle sans la gouvernance, donc on a aussi travaillé sur la gouvernance des entreprises durables, et sur l'ancrage territorial, sujet cher à Auré, puisqu'on a pour but de mettre en œuvre les meilleures pratiques environnementales dans les territoires. Le dernier grand sujet d'Auré, et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. Donc on va parler de nouveaux modèles circulaires. Dans les nouveaux modèles circulaires, chez Auré, on compte l'éco-conception, qui est plutôt un outil, l'économie de fonctionnalité de coopération, que Brian va nous décrire, et l'écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire le pilier des synergies sur les zones d'activité, par exemple, entre entreprises dans le même territoire. Et là, c'est bien celui qui en parlera un petit peu. Vous dire que l'économie circulaire, on travaille depuis plus de 10 ans. On a décidé, parce que c'était la demande de nos membres, de regarder les valeurs qu'elles pouvaient proposer. On en a trouvé 8 avec nos membres. La première, c'est évidemment ses impacts positifs sur l'environnement. La deuxième, c'est l'innovation. Quand on fait de l'économie circulaire, on ne va évidemment pas regarder que les techniques, la technologie, mais aussi les innovations managériales. La création de ces nouveaux modèles qui vont vous être détaillés, ce qu'on appelle les NME, nouveaux modèles économiques. Le social, sociétal et bien-être, parce qu'en fait, on bénéficie à tous les éléments de la société, mais ça sera vu notamment avec l'EFC, j'imagine. L'emploi, il y a une étude de la Commission européenne qui montrait que si toutes les entreprises passaient à des modèles circulaires, on aurait plus de 700 000 emplois créés en Europe et un accroissement du PIB de 0,7%. La compétitivité, c'est bien une valeur, parce que quand on fait de l'économie circulaire, vos déchets deviennent des ressources. Vous économisez vos ressources, vous économisez votre eau, votre énergie, en faisant des coûts, en éco-concevant dès le départ. Et les deux valeurs aussi qu'on va bien regarder ensemble, c'est la coopération. On ne peut pas, voilà, on va le dire plus tard, mais faire de l'économie circulaire tout seul. On doit le faire obligatoirement ou au niveau de sa chaîne de valeur, ou au niveau de son territoire, de son écosystème territorial. Et on finit sur les collectivités locales avec l'attractivité du territoire grâce à la relocalisation de l'industrie. Avec la ville de Roubaix, je crois que tu vas pouvoir bien nous en parler. Alors, je ne suis pas toute seule, vous avez remarqué, mais je suis bien accompagnée. Donc, vous avez Brian Demas, qui est présidente de Terre UFC de France, à ma gauche. Christian, toi tu es la guest star de l'affaire. Mais je suis local. Pierre de Montbion et local. Maya Tuya, qui est directrice de projet d'entreprise symbiotique. Et Virginie Vell, qui est responsable de la mission économie circulaire à la ville de Roubaix. Tout ça vous est indiqué derrière. Et on va vite rentrer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on veut aller visiter la belle entreprise de Montbion. Donc, je le disais, création de valeur, chaîne de valeur. L'économie de fonctionnalité est un bel exemple de circularité qui travaille évidemment sur la coopération. Et quand on a préparé cette table ronde, je me dis, j'ai un exemple sur la chaîne de valeur.
Et donc, je te passe la parole. Et tu peux peut-être déjà introduire ta structure en quelques mots avant d'aller dans le vif du sujet. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et enchanté. Très content d'être ici. Alors, la structure, ça s'appelle Club EFC Île-de-France, EFC, Économie de la Flexibilité et de la Coopération. Juste en deux mots, l'idée, c'est de regrouper des acteurs, qui soient porteurs de projets, dirigeants, entreprises, associations, accompagnateurs, chercheurs, institutions, collectivités, de regrouper les acteurs qui cherchent à avancer dans une société plus écologique et plus vectrice d'émancipation en prenant appui sur le référentiel de l'économie de la flexibilité et de la coopération. On vise à faire communauté dans un processus d'innovation qui, sur un territoire, suppose de coopérer, d'avancer ensemble, d'inventer ensemble, parce qu'on est loin d'avoir les solutions, on a des repères, on met à l'épreuve de l'action, mais pour que ça change, c'est l'action. Et la coopération sur la chaîne de valeur. Oui, alors peut-être un petit détour pour mieux revenir sur la coopération. Économie de la fonctionnalité de la coopération, déjà, et donc la question de la coopération, elle émerge par rapport à un enjeu, un constat. Le constat, je le dis très rapidement, on va discuter à travers l'échange, mais quand même, il faut poser, de notre point de vue, c'est les limites, voire l'impasse d'un mode de développement depuis la révolution industrielle, globalement, qui est fondée sur une logique industrielle de volume, de consommation, de volume, de production, qui est très court, et qui s'est doublé d'une logique très financiarisée, où on assimile la valeur à des choses sur lesquelles on met des revenus. Je vais très vite, mais ce qu'on constate, c'est que ça produit tout un tas de limites et d'impasses. Sur le plan écologique, c'est un peu le cœur de notre affaire, et on voit bien comment volume, écologie, ça pose des questions, mais aussi sur le plan du travail, du sens au travail. On voit bien comment la question du sens au travail, de la santé mentale au travail, est une question pour lui, ou des inégalités sociales et territoriales. Je ne reviens pas sur un certain nombre d'événements pressants. J'arrive à la coopération. L'enjeu quand même principal, du point de vue écologique, c'est comment on dépasse ce que beaucoup appellent l'effet rebond. C'est-à-dire on peut faire toutes les améliorations techniques, éco-conception, etc. On peut inventer tout ce qu'on veut. Si à la fin on réutilise les gains pour consommer plus de matière, de biens matériels, de ressources matérielles, on aura été très intelligent, mais on n'aura rien changé à la dynamique économique, on n'aura rien changé à l'économie, à l'écologie. Le cœur de l'EFC, c'est de dire comment on imagine un mode de développement, une prospérité, une forme de développement, et on va expliquer aussi lui-même, une forme d'enrichissement, pas qu'au sens monétaire, qui soit compatible avec la baisse des ressources matérielles, avec la baisse des ressources matérielles. C'est un petit lapsus, parce que justement, par contre, les ressources immatérielles, la confiance, la santé, l'engagement, les compétences, ça, on en a besoin, et pas qu'un peu, pour construire la transition de notre pays. Du coup, fonctionnalité, coopération. Fonctionnalité, très vite, c'est l'idée de dire qu'il faut sortir d'une logique où on se focalise sur un produit, qu'on cherche à standardiser et à vendre en volume et faire des économies d'échelle, etc., etc. Ça, c'est la logique industrielle, pour s'intéresser à l'usage des biens et des services et à la façon dont ils répondent aux grandes fonctionnalités de la vie, la mobilité, bien manger, l'éducation, tout ce qui nous concerne tous comme êtres humains et sociaux. Fonctionnalité, grosso modo, c'est ça. On se décentre du produit, on s'intéresse à l'usage, aux pratiques, au mode de vie, pour produire des choses utiles du point de vue de la vie des êtres humains. Et coopération, c'est là que ça intervient de manière centrale. En réalité, ça ne marche pas si tout le monde reste dans son coin. Le modèle de développement industriel a produit une hyper-spécialisation du travail, une hyper-segmentation du travail, des entreprises, à l'intérieur des entreprises, des unités productives, qui a produit tout un tas qui a fait de la productivité, qui a produit tout un tas de valeurs et de richesses, y compris ici même, à travers ce qui s'est passé à l'usine. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que si on va chercher de la dynamique économique sur ces leviers-là, on est confronté aux limites du travail écologique, etc., etc. Et les leviers, ils sont plutôt dans intégrer les activités, relier les activités, réorganiser la complémentation entre des compétences différentes, et ça suppose de coopérer. En interne des entreprises, c'est évident, mais avec les bénéficiaires
les clients, les usagers, les patients, selon les domaines pour lesquels on produit. On a besoin de coopérer pour changer ensemble les pratiques. On a besoin que les mangeurs, en tant qu'ils mangent, ils changent leur façon de manger, si je reprends juste cet exemple-là. Et on a besoin de coopérer avec différents professionnels sur un territoire, sur des compétences complémentaires, et qu'on a besoin de mailler si on veut être à la hauteur des défis. Je prends juste un exemple. Oui, Cataba, je pense. Cataba, c'est parfait, qui est une entreprise qui est membre du club et du Mont Doré. Il sera à l'honneur d'ailleurs dans notre événement. Cataba, je fais très vite, c'est une petite PME, quelques salariés à Paris, qui en gros est passé de ce qu'ils appelaient un rôle de vendeur de meubles, d'éditeur de meubles, en réemploi, dans une logique circulaire qui cherche à vraiment être dans cet esprit-là, et maintenant qui se définit plutôt comme apporteur de solutions de mobilier à faible impact. Je détaille un peu comment ça se passe pour comprendre ce qui se joue dans la transformation entre vendeur de meubles et apporteur de solutions à faible impact. Déjà, le point de départ, c'est à un moment donné, c'est une boîte qui a été créée il n'y a pas très longtemps, en 2015, j'ai la date exacte, et qui, en fait, assez vite, est confrontée à des problèmes économiques et financiers, des problèmes de rentabilité, et se rendre compte que sur ce marché de la vente de meubles, c'est plutôt pour les entreprises, en B2B, si on n'est pas le gros puissant qui peut faire des économies d'échelle et capter les gros marchés, c'est difficile d'exister. Et ils prennent un virage, je n'ai pas un peu de détails, des raisons pour lesquelles ils prennent un virage, etc. Mais ils se disent, en réalité, notre métier, c'est peut-être pas de vendre des meubles. C'est peut-être de construire une capacité à agencer tout un système d'acteurs locaux pour aider nos clients à réutiliser en partie leurs matériaux pour concevoir les meubles dont ils ont besoin. Et d'ailleurs, pas que des meubles. Alors ça, je détaille juste le processus parce que c'est dans le détail... ça va être très rapide. Et c'est comme pour sentir ce que ça veut dire et qui n'a rien à voir avec vendre des meubles. C'est déjà aller voir le client. C'est-à-dire les clients qui font du vendre, là, par exemple d'une foncière, peu importe le nom, mais qui a tout un tas de matériaux, des tôles en l'occurrence. L'entreprise, elle va sur le site, elle regarde c'est quoi les tôles, est-ce que c'est des choses qui peuvent se réemployer, etc. Il y a tout un travail ensuite qui est fait avec les artisans locaux. Il y a un métier qui s'appelle repousseur, par exemple, qui réutilise le métal pour le transformer, pour voir mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette matière-là. L'idée initiale, c'était de faire du mobilier, et finalement, en travaillant avec l'artisan, on se rend compte que le mobilier, ça n'a pas marché. Je ne suis pas un expert technique, mais je crois que c'est une question de finesse du métal. Et finalement, on se dit, mais des lampes, pourquoi pas des lampes? Et on discute avec le client, mais en fait, des lampes, ah bah oui, très bien, des lampes. Donc ensuite, on rediscute, parce qu'eux, ils sont aussi designers de leur métier, ils rediscutent avec le client de quel usage on peut faire de ce qui existe finalement, des ressources existantes. Ils rediscutent, ensuite ils construisent les conditions pour avoir des séries qui sont ni trop grandes, et après on rentre dans tout un tas de logiques d'autres questions, rentabiliser les équipements collectifs, ni trop petites, parce que si c'est trop petit, à un moment donné, ça pose des questions de rentabilité d'un autre ordre, qui fait que sur mesure à chaque fois, c'est un peu délicat. Donc ils créent les conditions pour que ces lampes, il n'y en ait pas deux, il n'y en ait pas 30 millions, il y en a ils travaillent avec un acteur de l'insertion par l'activité économique et ça marche plutôt bien parce que le besoin de souplesse, aussi l'intérêt des acteurs de l'IAE dans des processus un peu innovants comme ça où on construit, ça marche bien. Et du coup, ils fabriquent ces lampes et ça veut dire... Ouais. Alors, c'est juste la conclusion. Ça veut dire coopérer avec ses clients, en l'occurrence la foncière. Et l'une des expressions qu'a Luc, que je trouve assez parlante, c'est qu'il dit on ne cherche plus à cocher toutes les cases avec un produit, avec un catalogue. On part du travail de la demande. Travail de la demande, ça veut dire aussi on réinterroge. Ce que nous dit, c'est pas le client roi. C'est on cherche à comprendre les besoins du client, mais y compris en réinterrogeant la solution qu'il avait identifiée, en l'occurrence du mobilier, pour dire mais avec ça on peut faire des lampes. Et c'est coopérer, et ça s'organise après avec tout un tas de manières de contractualiser, de compétences professionnelles, de manières de marcher. Et c'est coopérer avec les artisans du coin, parce que transformer la tôle qui est protéiforme, c'est pas le même boulot, il y en a qui ne veulent même pas le faire, ils considèrent que c'est pas leur métier. Donc il faut trouver ceux qui ont envie de faire ça, ceux qui trouvent du plaisir à trouver des formes de rémunération qui permettent
donner de la valeur à l'investissement que ça représente pour l'entité. C'est coopérer avec l'insertion par l'activité économique, c'est coopérer avec tout ça, sans quoi tout ça n'est pas possible. Merci, on reviendra sur la création de valeur et sur Cataba dans un deuxième round. Mais on va parler des chaînes de valeur, clients, interrogation du client, fournisseurs. Tu as commencé à aborder la mobilisation territoriale. J'ai quand même passé la parole à Maya qui travaille sur l'entreprise symbiotique pour laquelle le territoire dans ce concept est essentiel. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de mobilisation du territoire d'autres acteurs pour que la citoyenneté soit bien en place en local? Est-ce que tu as d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'entreprise symbiotique. Tout le monde connaît. Tout le monde. Pas obligatoirement. Non, que j'y vais. Pas obligatoirement, mais quelques mots. Et après, j'aimerais bien qu'on passe à vraiment à la mobilisation des acteurs. Ça marche. D'un écosystème territorial. Merci, Soraya. Donc effectivement, l'entreprise symbiotique s'appuie sur une théorie qui s'appelle la théorie symbiotique, qui a été publiée par Isabelle Delannoy en 2017. Et elle est partie de l'observation d'un certain nombre de pratiques, dont notamment l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, et on pourra en avoir plein d'autres qui peuvent être aussi plus sur, je vais parler tout à l'heure des jardins de pluie, la permaculture ou autre, et qui, par cette observation, a défini ce qu'elle va appeler des lois. Et finalement, quand on applique ces lois, on peut donner à l'économie une exigence, on peut lui donner une certaine puissance qui va lui permettre à un moment de s'aligner en symbiose avec le vivant. Donc de mettre, et c'est une promesse assez forte, de mettre l'économie au service du vivant. Donc pour pouvoir mettre cette économie au service du vivant, la première chose dont tu as parlé beaucoup, Ryan, c'est la coopération. Et tu parlais effectivement de quels sont les exemples. En fait, coopérer, faire ensemble, on sait, et puis à un moment on s'épuise. On s'épuise parce qu'il n'y a pas d'argent, on s'épuise parce qu'on n'a plus de temps, donc la coopération, elle est compliquée. Donc il y a quand même un critère qui est important dans la coopération, et elle fonctionne davantage quand elle est libre et directe. Moins il y a d'intermédiaires, et plus la coopération va pouvoir trouver son rythme, et le rythme, il est aussi, je dirais, parfois sur des pas de temps, on n'a pas tous la même trésorerie. Il y a beaucoup, effectivement, de start-up, beaucoup de modèles qui peuvent être associatifs, et qui n'ont pas des plans à 3 ans, qui n'ont pas de trésorerie comme ça, qui peuvent aller sur le long terme. Donc en fait, le premier exemple, c'est effectivement de pouvoir aussi entendre les besoins de chaque acteur. Et c'est là aussi où derrière la coopération, derrière la diversité, parce qu'on a besoin de cette diversité, tu as parlé de compétences, on a besoin de beaucoup de compétences, mais il est aussi important derrière de comprendre et de respecter l'intégrité et l'autonomie de chacun. Et donc, on ne peut pas demander des fois à un petit acteur de faire comme un gros acteur, je veux dire un gros acteur, comme un gros acteur, même si et on le voit bien, hein, notamment quand on travaille sur des territoires avec des collectivités, on n'est vraiment pas sur les mêmes pas de temps, et parfois, en fait, ne pas comprendre et ne pas entendre ce besoin d'autonomie, et donc, en fait, je veux dire, ne pas respecter l'intégrité des différents acteurs, hein, dans les deux sens, peut parfois provoquer des crispations et pas forcément favoriser l'intégrité, la coopération. Donc intermédiaire, intégrité et compétences sont très importantes. La deuxième chose que je voulais dire, en fait, c'est que souvent quand on veut mobiliser des acteurs, notamment sur des nouveaux modèles, on va leur parler de coûts. On va leur parler d'efforts et comment est-ce qu'on peut renverser ça en termes de performance. Parce qu'il y a quand même aussi une chose, moi, que j'ai remarqué, qu'on se regarde avec Nathalie parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît, notamment quand on essayait des nouveaux modèles, pendant un temps, on pouvait se retourner vers les pouvoirs publics, et il y avait des possibilités de subventions de fonctionnement. Elles sont de moins en moins évidentes, on est de plus en plus sur l'investissement. Et je suis désolée, hein, mais pour le coup, en fait, ça nous demande énormément de concurrence entre acteurs. Donc, à partir du moment où on n'a pas cette bouffée d'air frais qui nous permet, parce que c'est beaucoup investir pour monter un écosystème, surtout quand il est local et qu'il doit avoir beaucoup de compétences en commun. Et donc, en fait, ce qui commence à devenir aussi intéressant, c'est d'avoir une bonne compréhension du territoire. Et finalement, on se rend compte souvent qu'on ne connaît pas son voisin.
on ne sait pas ce que font les uns et les autres. Et donc, la première chose dans une économie circulaire, c'est quand même de comprendre les flux, de comprendre les besoins, on en a parlé. Et je voulais aller vers un exemple tout de suite qui est, je ne sais pas si vous connaissez l'étoile de Laguerre. Moi, j'ai rencontré pour le coup Laguerre en même temps que Christian. L'année dernière, on était à l'université d'été symbiotique et Laguerre, c'est l'agence urbaine de Dunkerque. Ils font des toiles et par exemple, ils ont fait une toile sur les eaux industrielles. Donc, quels sont tous les acteurs sur la communauté urbaine de Dunkerque qui, pour des raisons industrielles, donc refroidissement, lavage ou autre, vont utiliser de l'eau. Et ils se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir plus de 1000 synergies en commun entre différents acteurs, que ce soit de la grosse industrie ou de la PME, et que sur ces points de contact, en fait, il pouvait avoir un lien purement économique, et qui n'était pas simplement une question de coût, qui pouvait être aussi soit une création, et souvent il y a de la création, il n'y a pas que de l'adaptation, il pouvait y avoir une création d'activité comme une adaptation d'activité. Et c'est là en fait où c'est important de comprendre ses acteurs et son territoire. Et pourquoi est-ce que je vais parler du territoire? Ça c'est la deuxième chose, la dernière chose sur laquelle je vais conclure. Il peut y avoir une économie circulaire qui va être indépendante de son territoire, désolidarisée du territoire. On envoie nos déchets, ils sont retraités très très loin et peut-être ils reviennent. Donc à ce moment-là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur le nombre d'intermédiaires, 1, on n'y est pas, 2, d'un point de vue durabilité, on va pas se leurrer, c'est pas durable. Et on continue d'émettre et ce genre de choses, donc on continue les impacts négatifs, pas qu'environnementaux, sociaux aussi. Donc là, en fait, on continue d'être dans un modèle extractif, même si on va faire circuler des flux sur la base du recyclage. Donc c'est pas ça dont on est en train de parler aujourd'hui. Il peut y avoir tout un système de réparation. Donc on a continué de détruire, donc on va réparer derrière. Là, en fait, on va être effectivement dans des lieux où on va estimer qu'on peut interchanger les lieux. C'est-à-dire que je peux faire une activité ici et puis finalement je vais compenser ailleurs. Donc on va avoir du mal sur la circularité. Là, en fait, les transactions, elles vont être sur de la compensation, mais elles ne vont pas véritablement permettre, ce que disait tout à l'heure Brian, d'entendre le besoin sur des consommateurs et de faire en sorte que finalement, le déchet devienne vraiment un produit qui va être utilisé avec un business model derrière, avec quelque chose qui fait que, vous voyez, quand on a des téléphones aujourd'hui qui sont démontables et où derrière il y a un service de location, on va plus aller vers ces téléphones-là que si je vais acheter un téléphone en seconde main sur une plateforme ou dans une collecterie. Et puis après, moi je vois le mien maintenant, il est de 2016, je pense qu'il faut vraiment que j'en change, je ne peux plus le changer. La batterie elle va me coûter plus cher que le téléphone, l'écran il n'y en a plus, on est arrivé en fait où il n'y a plus de modèle parce que de toute façon, on était en fait sur des logiques de compensation. Donc si on veut aujourd'hui, et tu parlais des 9 limites planétaires en introduction, véritablement être aujourd'hui, d'un point de vue local, global, dans cette réponse à je préserve certaines ressources, certains milieux, je maximise aussi le potentiel d'autres et j'essaie de limiter mes impacts négatifs, on va se retrouver plutôt dans la compréhension d'un caractère unique de son écosystème, qu'il soit social ou environnemental. Et c'est là, en fait, on a le plein potentiel et on va pouvoir parler d'une circularité véritablement forte. Et là, en fait, la façon de mobiliser les acteurs, on ne parle plus simplement de coûts, d'efforts et ça va être compliqué, c'est de montrer la question de la performance. Et on était tout à l'heure à une table ronde, on en discutait dans les 5 minutes qu'on avait avant. Et c'est vrai qu'en fait, ça revient, et ça tu le fais aussi très bien, à qu'est-ce qu'on peut compter, qu'est-ce qui est de l'ordre du coût, qu'est-ce qui est de l'ordre de la ressource. Et à un moment, toutes ces synergies dont je parlais tout à l'heure, comment on arrive à les mettre aussi dans notre modèle comptable, parce qu'en fait, ce modèle comptable, il ne peut pas évoluer sans modèle économique. Et donc, en fait, toutes ces petites choses-là font qu'on arrive à mobiliser beaucoup plus les acteurs dans la durée, parce que ça reste quand même dans un lieu unique, une spécialité unique, on ne parle pas forcément d'un microcosme, hein, mais d'un lieu qu'on entend et qui est entendable, et qui est connecté à son milieu naturel et social. C'est aussi important de pouvoir avoir la bonne compréhension des métriques et donc d'être d'accord sur les métriques. Il y a toute cette question de la gouvernance dont tu parles. Donc en fait, gouvernance, circularité, on additionne finalement tout ce dont tu as parlé tout à l'heure sur lesquels vous travaillez, qui font qu'on va plus loin dans l'économie circulaire.
et la mobilisation. Merci Damia. Alors juste dit, ça fait le lien avec le sujet de Brian, c'est vrai que l'économie de fonctionnalité de coopération, quand certaines collectivités locales, et ça c'est l'anticipation de la collectivité locale qui va arriver, veulent acheter de l'économie fonctionnalité de coopération, parce que parfois elles veulent acheter des services, peut-être pas tout à fait de l'EFC au sens où j'entends, mais passer de l'achat d'un produit à l'achat d'un service. Elle passe d'un budget d'investissement à un budget de fonctionnement, ce qui est quand même pas toujours bien vu, il me semble. Ça dépend. Hein, voilà, ça dépend. En tout cas, on est plutôt sur de l'investissement que sur le exactement. Donc, tout le travail qu'on est en train de faire au Conseil national de l'économie circulaire, voilà, au niveau national, c'est de pousser toujours. Il y a beaucoup de travaux sur la comptabilité qui ont été présentés aujourd'hui, et de pousser un budget vert qui permettrait aux collectivités locales de pouvoir glisser vers ces modèles. Parce qu'on connaît la force de leur... la force du pouvoir d'achat des collectivités. Par exemple, l'entreprise, c'est intéressant de pouvoir travailler avec vous, les dames, les collectivités territoriales, et surtout d'être un peu mis en avant quand on travaille mieux que les autres. Je crois que c'est important. Mais je ne suis pas là pour te parler de commande publique, même si c'est un sujet qu'on pourrait aborder grandement, mais bien parce que la ville de Roubaix, elle, s'est saisie aussi du sujet de la circularité. S'est mobilisée et a mobilisé son écosystème. Donc, ce n'est pas elle qui a été mobilisée, comme souvent c'est le cas par des démarches annexes. C'est vraiment un choix de territoire de se lancer dans cette circularité. Vous avez été assez exemplaire avec la ville zéro déchet dont on a entendu parler. Mais je sais que ce n'est pas neutre de mobiliser sur ce sujet. Donc comment vous avez été impacté en interne et comment ça a impacté, alors certainement très positivement, en externe votre système? Donc, je vais reprendre plutôt comment on a mobilisé finalement cet écosystème. Et comme tu l'as dit Nathalie, en fait, la ville de Roubaix s'est engagée dans une démarche zéro déchet il y a 10 ans. C'était vraiment un choix politique qui était porté par Monsieur le maire et son équipe. Et cette stratégie zéro déchet a permis déjà de créer finalement un nouveau marché, puisqu'il fallait répondre à de nouveaux besoins et que ça ne vous échappe pas que pour tendre vers le zéro déchet, on a besoin de vrac, on a besoin de réemploi, on a besoin de recyclage, qui n'existait pas du tout sur le territoire. Et donc ça a mobilisé effectivement de nouveaux acteurs qui sont venus s'installer et créer leurs entreprises sur Roubaix. Donc ça, c'est vraiment dans la première démarche, c'est vraiment le choix politique qui a permis de mobiliser un écosystème. Et puis par la suite, il y a eu aussi la création de la mission économie circulaire. Donc j'ai la responsabilité depuis 3 ans. Et puis dans le cadre de cette mission économie circulaire, on est allé chercher du financement européen. On a été chercher un projet Interreg qui s'appelle Upcycle Waste et qui est terminé depuis mars l'année dernière. Ça nous a permis en fait de faire un inventaire des ressources. Ça nous a permis donc la création de 2 matériothèques pour pouvoir proposer à des entreprises, donc soit des porteurs de projets dans ce cadre-là qui avaient besoin de ressources, de matières pour créer leur propre projet qui était plutôt nouveau, ou bien de conforter des activités d'entreprises existantes qui allaient faire le pas de côté et se lancer dans l'économie circulaire. Donc 2 matériothèques. On a aussi créé un appel à projet grâce à ce projet européen qui a été doté de 90 000 € et qui a permis, pareil, soit d'initier de nouveaux projets, soit d'amener les entreprises à changer de modèle et à faire ce pas de côté. On a mené aussi différentes actions, donc toujours avec l'équipe, on a animé des afterwork avec des ordres du jour participatifs, avec effectivement l'un qui disait « moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, comment tu peux m'aider ?» Enfin ça c'était très fluide entre les différents acteurs qui étaient présents, et c'était aussi un lieu de célébration parce qu'on a eu pas mal de réussites et d'entreprises qui se sont créées à partir de ces afterworks. Nous avons aussi joué le rôle de tiers de confiance dans la création de boucles, c'est-à-dire qu'on a été repérés par les entreprises du territoire en disant on peut appeler à la ville, on peut appeler à la mission économie circulaire, si on a de la ressource aussi en recherche, on peut être orienté, on peut être mis en lien. Et c'est ce rôle de tiers de confiance qui est aussi très important sur la mobilisation de l'écosystème. Alors, plus anecdotique, un premier forum économie circulaire en 2023, mais qui néanmoins a mobilisé pas mal d'acteurs sur le territoire, et la création de lieux totems comme Tissel, donc la transformation d'une ancienne usine textile de 11 000 m² en hub de l'économie circulaire.
Et puis pour terminer sur cette façon de mobiliser un petit peu originale de la part de Roubaix, ça a été aussi une méthode de travail et le pilotage de projets donc plutôt bâtimentaires. Donc, je reprends l'exemple de Tissel. Et puis quelqu'un ce matin m'a rendu service puisqu'il me donnait une espèce de, je sais pas, de phrase toute faite sur ce qu'on fait. Je suis en train de chercher le terme, c'est un peu fatigué, mais à Roubaix, c'est je sais, je fais, je prouve et je diffuse. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ce matin. Je remercie la personne qui m'a dit ça ce matin. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que par rapport à Tissel, par exemple, on est rentré dans l'usine avec les entreprises. On n'a pas fait de travaux, très peu. À la marge, ceux qui avaient besoin d'électricité aux normes, on leur a mis l'électricité aux normes. On est rentré dans l'entreprise. On a préfiguré avec une association qui a été créée avec des acteurs privés. On a commencé l'animation, on a commencé à monter le modèle économique et seulement après on s'est préoccupé de mener des études et de faire des travaux qui vont intervenir là maintenant. Aujourd'hui c'est 8 acteurs installés, 5 entreprises et 3 associations. Et donc on a vraiment pris à rebours ce qu'on fait habituellement. On n'est pas passé par les études et les travaux, nous on est rentré et on a fait. Donc ça, c'est vraiment aussi une façon de mobiliser l'écosystème des entreprises, parce que je ne vais rien inventer en disant que la temporalité des entreprises et des collectivités n'est pas la même. Voilà, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Mais le fait d'utiliser cette méthodologie a permis de se rapprocher quand même en termes de temporalité et de raccourcir un peu nos délais. Et à l'interne, comme je demandais Nathalie, alors au niveau de l'interne, c'est vrai que ce sont des nouveaux process. C'est vrai que nous, on a, en tout cas tous mes collègues avec qui je travaille, ont l'habitude effectivement de mener ces études assez longues, ça prend à peu près 2 ans, après on réalise des travaux, on fait rentrer les entreprises, mais parce qu'on a le budget à l'origine. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on en a parlé un peu sur la question budgétaire, les villes n'ont pas forcément le budget à l'origine pour pouvoir mener les projets. Donc nous, on rentre avec un minimum et ça nous a permis sur un autre projet, par exemple, de décrocher 7 millions d'euros de budget sur un projet sur lequel on n'en avait pas. Mais parce qu'on a fait, parce qu'on a prouvé, on a pu avoir ce budget. Donc ça, c'est le nouveau process vraiment. La mobilisation d'outils que nous, on utilise peu à l'interne, enfin, je m'en suis rendu compte en tout cas auprès de mes collègues, les marchés d'innovation qui permettent de préfigurer et de travailler avec un acteur à hauteur de 120 000 euros de TTC, sans mise en concurrence, sans mise en publicité. C'est autorisé, il faut qu'il y ait seulement de l'innovation et que ça soit bien argumenté côté innovation. Les AMI inversés, c'est-à-dire que, alors ça, il y a des villes qui le pratiquent, hein. C'est-à-dire qu'en fait, un acteur du territoire dit, moi je peux vous faire ça en fait, ou il le fait déjà pour nous, par exemple au couvent des Clarisses, on a fait ça pour le collectif Zerne qui occupait déjà le couvent via une convention d'occupation, et on n'a pas fait de marché pour la poursuite, on a fait un AMI inversé, on a dit, ils le font bien, ils le font comme ci, comme ça, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Globalement, un peu comme un mariage, parce que quelqu'un peut s'opposer. Et donc, ça a permis de poursuivre la convention sans rupture, en fait. Et le dernier, c'est le marché sans mise en concurrence ni publicité, qui existe pour des raisons techniques. Et donc, c'est vrai que, du coup, moi, c'est mon rôle d'aller chercher, finalement, les outils de la ville qui permettent d'appuyer ces innovations, d'appuyer les circularités, et d'aller les chercher, parce qu'elles existent, c'est normé, et on peut le faire. Il faut juste avoir la volonté aussi d'aller chercher ces innovations. Voilà. Une dernière chose, c'est que je termine parce que finalement, on a aussi, nous, en tant alors des chiffres, après, j'y donnerai plutôt sur la valeur, mais sur les premiers groupes aussi circulaires pour la ville. Donc, nous avons un usage assez important de bâches et nous avons contractualisé avec une entreprise qui nous a donné ces bâches pour pouvoir, nous, les réutiliser. Ça nous a, si on met un chiffre, ça nous a fait réaliser une économie de 7 000 € à peu près. Et la ville s'est positionnée comme acteur circulaire aussi de son territoire. Là, tu es dans les synergies, dans le groupe, déjà dans l'écologie industrielle et territoriale. On sait que c'est un des piliers des nouveaux modèles économiques qui permet de sortir de l'entre-soi, de ne pas regarder les seuls petits impacts, mais de travailler avec d'autres. Tu l'as évoqué toi aussi avec ton exemple, donc les synergies de substitution ou de mutualisation. Alors, à Roubaix, qu'est-ce que vous avez fait sur ce sujet? Alors, à Roubaix, sur le sujet donc, de l'écologie industrielle, en fait, on a, donc, dans la prolongation du projet Interreg, on a mené des ateliers inter-entreprises pour détecter les synergies possibles. Et sur 2 matinées, on a détecté 230 synergies. Donc ça concerne l'eau, l'énergie, les bâtiments, les matières, les déchets.
tout à peu près là. Et donc on a détecté ces 230 synergies. Chaque entreprise, donc elles ont fait l'objet d'analyse, et chaque entreprise après a reçu de la part de la ville un petit compte rendu en disant voilà, vous pouvez mener telle ou telle synergie avec tel ou tel acteur. Il est bien évident qu'à 3, une équipe de 3, on ne peut pas nous continuer à animer ces synergies. On donne voilà, tous les éléments et après les entreprises doivent aussi s'emparer du sujet. Néanmoins, comme on s'est senti quand même un peu limité et frustré pour ne pas pouvoir continuer, on a mené une étude pour savoir si c'était pertinent d'externaliser nos activités de IT. Il s'est avéré que oui, et donc on est en train de créer en fait une structure, de travailler, on est encore en étude quand même parce que c'est pas si simple, de créer une structure donc hors de la ville, hors de la collectivité plutôt, pour pouvoir justement continuer à mener ces synergies, et donc dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et surtout aussi pour élargir le périmètre, élargir le périmètre aux villes alentours, pour pouvoir avoir plus de synergie, plus de moyens. Donc on est vraiment en deuxième phase là, où on a mobilisé la MEL, l'ADEME, la région, pour voir comment ils pouvaient nous soutenir dans ce projet. Il est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de succès sur un soutien financier à ce stade, mais c'est pas grave, on est en train de revoir notre copie et puis on va partir pour pouvoir être plus efficient en fait. Parce qu'une collectivité, malgré toute sa bonne volonté, a ses limites. Et ses limites juridiques quand même, il y en a, et puis ses limites aussi de moyens à ce stade-là. Merci pour ce premier aperçu des travaux de la ville de Roubaix. Brian, je me tourne vers toi, parce qu'on dit aux entreprises allez vers ces nouveaux modèles économiques. Moi, j'ai cité plusieurs valeurs identifiées par Auré. On a bien parlé de la coopération, de la fidèle de la fertilité du territoire. On a été un peu lumière à des entreprises grâce à la circularité. Donc, c'est quand même un argument. Vous avez économisé pour une synergie 7 000 euros, c'est ça, sur des vaches. En fait, il y a donc de la valeur. Alors, la valeur, elle est pas monétaire. Si on reprend ton exemple de Cataba, est-ce que la création de valeur a été visible? Oui, alors je vais retirer le fil et peut-être commencer quand même sur une question monétaire. Juste pour ne pas l'évacuer, même si c'est le résultat à la fin, mais quand même pour souligner qu'à travers son processus, Cataba, parce qu'il se passe de la chaîne de valeur ordinaire qui en même temps capte la valeur monétaire tout au long du processus, réussit au final à produire, c'est-à-dire vendre, c'était plus vraiment vendre, mais à proposer des produits qui sont en fait moins chers en emploi que s'ils avaient acheté ailleurs. Et c'est ça, c'est une valeur qui revient en territoire aussi, parce que c'est à travers ça que ça nourrit l'association d'insertion, que ça nourrit les artisans locaux, etc. Et c'est pas rien aussi, ce que j'appelle dire avec la question de la coopération, c'est-à-dire à un moment donné, un levier pour récupérer de la valeur monétaire, c'est de contourner la chaîne de valeur. Je sais que Christian, ça a été dans l'histoire de ton projet, contourner la chaîne de valeur globalisée, internationalisée, qui ne se prive pas pour récupérer de la valeur monétaire au passage. Et là, cette valeur qui récupère, ça revient au territoire, et en réalité, ça revient dans tout le travail qui se déplace chez Cataba, c'est-à-dire discuter avec le client, comprendre ses besoins, prendre le temps pour que l'artisan il repère si la matière il peut faire quelque chose et ce qu'il faut faire. C'est un effet, on va dire, financier, qui est un résultat, mais qui me paraissait intéressant de souligner. Et je reviens sur les effets plus fondamentaux. Je vais être très rapide, surtout pour mettre l'accent sur une chose. Bon, il y a des effets directs, on va dire, très concrets, sur le plan écologique et sur le plan social. Sur le plan écologique, on voit qu'en réutilisant des matériaux qui existent, dans un processus de transformation gourmand en énergie, etc., on voit bien les effets écologiques par rapport à acheter du mobilier ou des lampes ailleurs, etc. Il y a la question du transport aussi, est-ce que ça reste au niveau local? Et puis il y en aurait sur le plan social, il y a toute la question de l'insertion, de l'emploi, qui est que, en fait, c'est pas qu'une lampe, c'est une lampe qui en même temps produit tout un tas de valeurs et notamment qui nourrit l'inclusion des personnes qui passent par l'insertion. Pareil, je pourrais décliner de tout un tas de façons. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ça, c'est des effets, on va dire, très directs, visibles, pas forcément mesurables facilement, mais en tout cas plutôt repérés. Mais une des dimensions qui est presque, je vais dire plus fondamentale, peut-être pas, mais qui est fondamentale aussi, c'est qu'en fait, il crée ce que nous on appelle un patrimoine collectif favorable à la transition. Quand je reprends juste l'exemple de l'artisan, parce que ça paraît anodin.
Ça l'est peut-être à l'échelle d'un artisan. Mais, quand il est dans ce processus-là, ce que dit Luc, c'est il y a un artisan qui lui dit, je me rappelle l'expression, ça m'a marqué, qui lui dit mais quand tu vas au restaurant, tu n'arrives pas avec ton plat, pour que j'en fasse quelque chose. Et qui résiste à une transformation des pratiques dont on a besoin si on veut rentrer dans une économie circulaire. Parce que c'est tout ça, on construit que des habitants neufs et on n'est pas dans le processus. Embarquer les gens, embarquer le territoire, embarquer l'écosystème, faire l'expérience de première coopération qui donne envie, voir qu'ils peuvent redonner du sens au métier. C'est pas automatique, mais si on tire le lien dans un rapport au territoire, dans un rapport à l'écologie, ça, en réalité, c'est du boulot. Là, et ça a de la valeur. C'est ce qu'on appelle un patrimoine, nous on appelle ça un patrimoine immatériel collectif, qu'on a besoin de financer. Donc ça reboucle aussi avec tout ce que vous expliquiez, notamment à Roubaix. C'est qu'à un moment donné, favoriser les synergies, prendre le temps de se connaître et de développer des idées, c'est des questions que dans l'industrie, dans l'univers, dans la logique industrielle, étaient peu visibles, mais qui là deviennent centrales. Et c'est des investissements immatériels. Donc l'investissement, ça veut dire, que je pourrais le faire pour plein d'autres exemples sur le territoire. À chaque fois, il se joue quelque chose de cet ordre-là, et c'est ça qui nourrit l'envie. C'est ça qui crée l'engagement individuel et collectif, et quand même aussi une manière de retrouver du plaisir, de la créativité, et du sens à l'engagement, et Dieu sait si on a besoin aujourd'hui, compte tenu du contexte socio-économique et politique. Et de la confiance. Alors, Brian, merci pour cet exemple très concret de Cataba. Brian, tu peux avoir des exemples de base? Je crois que tu es parti sur l'international, je pense. Ouais. C'est bien, on ouvre les chakras. Allez, vas-y. Ouais. Des Hauts-de-France, après, c'est sur la côte ouest des États-Unis. Pas mal. Comme ça, d'un coup. Parce que, mais on va atterrir sur le compost. Donc, on aurait pu le faire ici. Non, ce qui était intéressant, c'était l'engagement de San Francisco à un moment, effectivement, sur le recyclage, les déchets. Et derrière ça, en fait, derrière cette politique de ville, il y a eu un besoin de revaloriser. Donc, il y a eu des maraîchages qui ont été réalisés autour de San Francisco. Donc la récolte des déchets a été revalorisée sur les maraîchages par des épandages. Là, en fait, il y a eu une réaction bactériologique. Les sols sont devenus très réactifs, et vous savez aujourd'hui qu'on utilise les sols aussi sur la captation de carbone. Il y a cette grande politique du 4 pour 1000 actuellement. Alors, je ne vais pas vous donner autant de chiffres, mais sur San Francisco, ils ont vu qu'il y avait une captation 10 fois plus importante de CO2 après cet épandage. Donc déjà, double bénéfice, cette fois sur la réduction des impacts négatifs. Et puis, maraîchage et pâturage, il y a eu après la création de deux entreprises, une sur la filière textile, donc avec de la laine issue des pâturages, et une sur la restauration qui est partie sur une gastronomie locale. Et tout ça, en fait, a été valorisé derrière un label, une marque, qui s'appelle Positive Carbone, qui s'inspire des travaux de Carbon Project avec tout un background universitaire derrière. Et ce sur quoi je voulais aussi insister, c'était que là, on a multiplié un certain nombre d'actions, d'activités jusqu'à aller sur du marketing, et qui permet notamment de valoriser une marque, mais qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas une économie circulaire forte sur le territoire, avec différents acteurs. On a vu au départ une puissance municipale et ensuite plusieurs métiers, et qui vont jusqu'à cette création de label. Et toujours aussi sur ce même label, donc là on va monter un tout petit peu plus au nord, on va au Québec. Québec, où il y a encore la possibilité de consigner les bouteilles. Il y avait, voilà. Donc bon, ça devient très à la mode même ici, hein, toutes les bières locales ou autres. Donc en fait, il y avait des artisans brasseurs au Québec qui s'appelaient les brasseurs du Québec et qui... Bonjour. Et ces brasseurs, en fait, bon voilà, il y avait
le souhait de mutualiser d'abord une station de lavage pour leur bouteille. Sauf que pour pouvoir mutualiser une station de lavage, il faut avoir toutes les mêmes bouteilles, même forme de bouteilles. Or, d'un point de vue marketing, ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir des bouteilles qui se distinguent. Donc là, on ne se distinguait plus par la bouteille, on se distinguait par l'étiquette. Donc ça, c'est très grave, c'est une créativité qui est demandée. Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, finalement, en traçant la bouteille, ils se rendent compte que la bouteille a été utilisée 15 fois. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils étaient plusieurs brasseurs, mais comme ils étaient plusieurs brasseurs à utiliser la même bouteille sur un même territoire, bah, la bouteille, elle est devenue un signe distinctif. Donc en fait, tous ces brasseurs se sont retrouvés derrière une espèce de AOC de la bouteille. Enfin, pour le coup, c'est pas une AOC, mais une bouteille qui montrait que c'était une communauté de la bouteille. Voilà. Donc même bouteille, même communauté. Et c'est là en fait où je trouve que ce qui est intéressant, et c'est la grille de lecture de l'économie symbiotique, c'est de montrer qu'en fait, quand il y a comme ça, on a beaucoup parlé de synergie, hein, mais quand on parle de synergies qui peuvent être liées sur des techniques, des synergies qui peuvent mobiliser ou en tout cas valoriser des services écologiques, et aussi ce qu'on va appeler la sociosphère, qui peuvent aller sur voilà, de l'animation, c'est énormément d'animation, même la cartographie, même envoyer les synergies, en fait on reste comme ça dans l'intelligence collective. Quand on arrive en fait à faire cette puissance 3 sociale, techno et écologique, et c'est, je pense, ce que nous montrera tout à l'heure Christian. Voilà, j'ai envie de raconter le modèle, mais je sais que c'est mieux qu'il l'entende, mais c'est de pouvoir montrer qu'à chaque fois, en fait, en faisant ce cube, on multiplie la performance et on revient en fait sur cette mobilisation. Et une dernière chose, parce que c'est important, sur l'intégrité de la ressource, pour pouvoir montrer aussi comment dans la boucle santé et circularité raconte un peu la même chose. On le voit bien, il y a un frein, notamment au recyclage, ça va être à chaque fois qu'on va transformer la matière première. Et donc dans la construction, on le sait, hein, c'est tout un enjeu. Plus on va avoir des métaux lourds, plus on va avoir des fibres plastiques. Non seulement on sait que dans un habitat, c'est pas très sain, mais en plus ça va compliquer les étapes du recyclage. Et donc en fait, derrière ce constat, ce qui devient intéressant, on revient sur les synergies, ces synergies santé, recyclabilité, pour revenir à ce que je disais au départ, dans une logique de circularité forte, qui reste effectivement dans la régénération, je vais dire, de ces écosystèmes. Et je vais lire aussi humain et non humain. Ça, c'était pas interdit. Alors, donc les valeurs pour toi, on a vu des valeurs. J'ai fait attention voilà, je vois que tu as passé pratiquement les 8 qu'on avait abordés au début, bravo, et tu as rajouté la valeur de mort qui est intéressante. Distinction. Donc, la vie de Roubaix, la collectivité, est-ce qu'elle aussi, ça lui a permis de créer, on a parlé déjà donné un ou deux exemples tout à l'heure, mais il y a d'autres créations de valeur. Alors oui, en tout cas je voulais revenir sur juste le zéro déchet avec quelques éléments par rapport aux habitants, parce que c'est vrai que ce sont des acteurs aussi vers lesquels nous sommes tournés. Donc on a augmenté le reste à vivre des habitants, donc avec des économies substantielles qui ont été réalisées dans le cadre du zéro déchet. On a pu constater une meilleure santé aussi des habitants qui étaient impliqués, et aussi une capacité à sortir de l'isolement, puisque le fait de participer à des ateliers de zéro déchet, par exemple, ça faisait sortir des personnes de leur isolement, rencontrer d'autres, etc. Donc là, c'est vraiment sur le zéro déchet. Sur l'économie circulaire par la suite pour les entreprises, donc on a effectivement de la création d'entreprises et d'emplois, ça j'en ai déjà parlé. On n'est pas très très bon pour les évaluer. Ce que l'on sait de manière plus précise, c'est que nous, lorsqu'on crée nos afterwork, on avait une centaine d'entreprises qui étaient invitées, donc qui faisaient partie de cet écosystème. Donc ça, c'est un des éléments. L'autre élément chiffré que nous avons, c'est que dans le cadre de Tissel, 23 emplois ont été créés en un an à peu près sur le site. Ça, ce sont les éléments factuels. Par rapport à ces entreprises aussi sur Tissel, ce qu'on a vu naître aussi, c'est des coopérations inédites.
C'est-à-dire qu'à Tissel, on a déjà, ce sont des entreprises interfilières, on a du BTP, on a du textile, on a aussi du recyclage de vélos, et on a notamment un BTP CFA qui s'est installé à Tissel et qui s'est installé auprès d'entreprises dont le cœur de métier est l'économie circulaire. Et l'idée, la principale, c'était de pouvoir permettre aux jeunes qui sont en apprentissage de rencontrer ces entrepreneurs qui travaillent sur un nouveau modèle. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles coopérations, en tout cas, qui nous semblent assez inédites. Plus largement sur la question du territoire, effectivement, nous constatons l'attractivité du territoire qui augmente. On a un Tissel 1 notamment qui remplit aujourd'hui quasiment 8500 m². On a encore quelques plateaux à pouvoir rénover, mais néanmoins on a déjà de la demande pour un Tissel 2 et un Tissel 3. Monsieur le maire nous pousse un peu vers des bâtiments qui sont à proximité pour faire carrément une rue circulaire, et on est à 9000 m² de demande en fait. On a déjà l'équivalent de 9000 m² qui pourrait être occupé aujourd'hui. Et puis donc on a aussi la reconnaissance européenne, qui n'est pas une mince affaire pour une ville comme la ville de Roubaix. On a une reconnaissance européenne sur différents niveaux, donc on a été retenu comme ville pilote européenne sur l'économie circulaire. Concrètement, ce que ça veut dire pour nous, on a accompagné pendant 3 ans pour booster nos projets. Et là, par exemple, sur Tissel, on va pouvoir capitaliser sur ce modèle, le modéliser effectivement grâce à l'accompagnement européen. On a été retenu sur un programme qui s'appelle Definite, et qui nous envoie effectivement une équipe de consultants européens pour travailler et pour continuer notre travail de consolidation. Et enfin, je vais remarier le ZD et l'économie circulaire. Il y a une étude qui a été faite. Le zéro déchet. Voilà, le zéro déchet et l'économie circulaire. Il y a une étude qui a été faite il y a 2 ans et qui a estimé la création de valeur sociale. Donc, quand on investit 1 € sur les programmes du zéro déchet et l'économie circulaire à Roubaix, ça crée 10 € de valeur sur le territoire, ce qui est énorme en fait. Donc, ça c'est alors l'outil SROI. Enfin, moi j'ai l'étude, si vous souhaitez avoir l'étude, elle est vraiment très complète et elle nous a montré ça, c'est que chaque euro investi génère 10 € donc, sur le territoire. On va rester sur cette belle nouvelle. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions parce qu'on a une visite prévue à Maubion. Donc, je peux passer la parole. Alors, vraiment, il y en a une ou deux vraiment capitales. Ou vous voulez plutôt profiter de Christian qui nous présentera un film. Oui, si c'est possible. Ben, normalement, c'est possible. Je l'avais juste en introduction. À l'introduction. Et après, on peut lui poser des questions en marchant, aux intervenants, etc. Comme vous préférez. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont des questions maintenant, ou est-ce qu'on se fait plutôt l'application concrète dans une entreprise, une promenade intellectuelle. Une promenade intellectuelle et derrière une mise en œuvre concrète. Alors, moi j'aime bien ton projet parce que ça s'appelle la pérennité programmée. Ça change, circulaire, ça change. Est-ce que la vidéo est en place, hein? On y va. Et si une ou deux questions vraiment vous voulez les poser en partie, il n'y a pas de souci. Mais mettez-vous déjà dans le bain parce que dans 400 mètres, vous serez vraiment au sein de cette usine. Bonjour. Il n'y a pas de son. Tu vas faire le son, je sens. Dans ces cas-là, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Christian, vas-y, je n'arrive pas à la voir. Ah, jamais. Vous avez déjà l'image, et puis Christian, à la limite, tu commentes. Je sens que ça va être ça. Ça sera peut-être plus rapide que passer. Bon, c'est seulement 91 secondes, donc ça va aller. C'est pas très long. Mais l'idée, c'est de vous présenter le modèle de pérennité programmée circulaire qui est basé sur une industrialisation qui ne vend plus de produits. Puisque chez Maubion, vous avez dit tout à l'heure, on construit des scooters électriques, donc des véhicules de proximité très légers, qui permettent de pouvoir faire 85% de nos déplacements annuels. Puisqu'il faut savoir que dans 85% des cas, on utilise notre voiture pour faire des déplacements très courts et on pourrait les faire de manière beaucoup plus légère. C'est ce que le reste du monde fait. Il faut savoir que dans le reste du monde, on n'utilise pas les voitures pour se déplacer sur des déplacements de proximité.
on est un peu une exception. L'Europe est une exception, les États-Unis aussi. Mais l'Occident pollue énormément pour ce transport de proximité. Et donc, le travail de pérennité programmée est un travail qui... de Mobion. Alors, peut-être que là, on risque d'avoir le son de la vidéo maintenant, parce qu'on a déjà entendu. Juste une seconde, je termine. En fait, l'idée, c'est un modèle qui est basé sur 3 piliers, que sont une conception démontable. Aujourd'hui, on appelle ça de l'éco-conception, mais moi, j'aime beaucoup le mot démontable, parce que c'est ce qui est important. On appelait ça le design for disassembly. C'est issu d'un modèle qui s'appelle le cradle to cradle. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder, c'est vraiment passionnant. Ensuite, c'est de la vente à l'usage. Je suis un amoureux de l'EFC. Je me suis vraiment beaucoup enrichi de la lecture des travaux d'Athémis et de l'EFC, de Christian Dutertre et de tous ses collègues, et de Isabelle Delannoy, parce qu'il faut savoir que Mobion est né dans le même bureau que l'économie symbiotique. On a partagé à l'Assemblée virtuelle au Grand Voisin le même bureau avec Isabelle pendant quasiment 2 ans. On a bu quelques bières. Moi, j'aime pas trop la bière. Et elle adore ça. Et sinon, donc c'est la vente à l'usage, c'est-à-dire on ne vend pas le produit, on vend que le bien d'équipement, on vend que l'usage du bien d'équipement. Et en coopération, c'est-à-dire on comprend comment notre utilisateur utilise le bien. C'est-à-dire que si vous êtes un utilisateur domestique et vous ne faites que quelques kilomètres par jour, vous n'allez pas payer le même prix qu'un livreur. Pour vous donner des chiffres, un livreur, ça fait 15 000 km par an. Un utilisateur domestique, ça fait 2500 km par an. Donc c'est normal que le prix ne soit pas le même. Et enfin, l'industrie circulaire. Moi, je ne parle pas d'économie circulaire, parce que quand je vois les fonds d'investissement en économie circulaire, ils me disent recyclage. Et nous, chez Mobion, on dit le recyclage est un aveu d'échec à la conception. On ne veut pas recycler. On déteste le recyclage. Parce que le recyclage, ça nous fait perdre de l'argent. Et on aime bien gagner de l'argent, parce que l'argent, c'est résilient. L'argent, ça permet la cohésion sociale et territoriale. Ça permet de créer des emplois. Ça permet plein de choses que le recyclage ne permet pas. Et voilà. Donc, en gros, c'est ces 3 piliers qui permettent de faire un modèle qui nous permet de dire c'est parce qu'on fabrique en France qu'on est moins cher. Et ça me plaît beaucoup. On passe au film. Mobion est le seul constructeur de scooters électriques Origine France Garantie. La FNOR certifie que 76,49% de notre coût de revient industriel est acquis en France. La particularité la plus intéressante de Mobion est que nous ne vendons pas de scooters. Nous ne vendons que l'usage de nos scooters. À la fin du contrat de service, nous récupérons le scooter, nous le démontons intégralement, puisque c'est une conception démontable. Cela nous permet de réemployer la plupart des composants que nous pouvons remanufacturer, puisqu'ils sont toujours conformes, comme les aimants permanents, les bobinages en cuivre des moteurs, l'électronique de puissance ou les batteries. Par ailleurs, les composants qui ont une durée de vie plus limitée, comme les polymères, les plastiques, les joints, les roulements par exemple, ils sont recyclés, et de très bonne manière, puisque comme ils sont démontables, les matières premières sont séparées, il est donc possible de faire un recyclage optimal. L'avantage de ce modèle réside dans le fait qu'on amortit les composants plutôt que le produit, ce qui diminue le coût de revient industriel. Mobion est passé d'une industrie linéaire à une industrie circulaire. Le réemploi de 62% de nos composants, représentant 78% de la valeur de notre produit, nous permet d'avoir l'offre la plus compétitive d'Europe, avec une réduction d'impact de près de 90%. Ce modèle de pérennité programmée circulaire est par définition local, ce qui nous permet de dire, c'est parce que nous fabriquons en France que nous sommes moins chers. Merci aussi aux autres intervenants qu'on peut applaudir également. À votre disposition sur la route de Mobion pour répondre à vos questions. Et Christian, tu nous conduis? On te suit? On y va?